Et coucou tout le monde, salut, écoutez, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va parler de mes 10 auteurs les plus lus et je vous explique ça tout de suite. Alors juste une petite mention, ma voix va peut-être être un petit peu bizarre en fait ces derniers jours, j'ai rien tourné parce que j'ai pris un coup de froid, hein, ça arrive. Forcément quand on bosse avec des gamins et qu'il y en a certains qui traînent des microbes, même avec le masque, des fois on n'écoute pas. Donc je m'excuse d'avance. Et également s'il y a des petites coupures, mouchage, éternuement, voilà, ça risque d'arriver à l'occasion. Mais ma voix va quand même un petit peu mieux, donc du coup je me suis dit allez, je vais quand même faire une petite vidéo parce que ça fait un petit moment. Et c'est une vidéo que j'ai piquée de la chaîne de Carlos Refe, qui est une chaîne booktube espagnole. Alors celui qui fait ça, en fait, il parle très bien français, mais ses vidéos sont toutes en espagnol. Je vous mettrai quand même le lien au cas où il y en ait parmi vous qui comprennent ou qui ont envie d'écouter une chaîne booktube en espagnol, parce que franchement, c'est une chaîne très simple, mais très sympa. Voilà, il a pas mal de bonnes idées, pas mal de thèmes aussi qu'on ne voit pas forcément sur booktube. Du coup, ça le rend plutôt intéressant. Et qui conseille aussi des auteurs qu'on n'a pas forcément sur le booktube français. Alors, donc cette vidéo proposait tout simplement de revenir sur les 10 auteurs dont on a le plus lu de livres dans notre vie. Et donc pour ça, j'ai utilisé le site Babelio, donc lequel j'ai réussi à répertorier déjà au fur et à mesure depuis un moment à peu près tous les livres que j'ai pu lire dans ma vie. Je ne pense pas en avoir oublié beaucoup, mais bon, au cas où ça peut arriver. Et étonnamment, en fait, quand on fait le calcul, eh bien, on peut avoir des petites surprises. Parce que même s'il y en a certains qui peuvent sembler évidents, en tout cas moi, il y en avait, je savais déjà qu'elle allait être le numéro 1, il n'y avait pas trop de mystère. Mais c'est vrai que pour d'autres, en fait, où j'avais l'impression d'en avoir lu beaucoup, finalement, j'en ai lu que 2 ou 3. D'autres que j'ai complètement oublié parce que je les lisais quand j'étais gamine ou quand j'étais ado, je me suis rendu compte que j'en ai lu pas mal. Donc, écoutez, on va découvrir tout ça ensemble. Sauf que, comme il y a des positions ex aequo, finalement, il y a 11 auteurs sur lesquels je vais pouvoir revenir. Et je vais en profiter aussi pour vous donner un petit top à chaque fois avec au moins un livre, deux que je conseille ou que j'ai préféré, selon aussi ma mémoire, parce que je me rappelle pas forcément de tout. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite avec la 5e position, dans laquelle j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auteurs pour lesquels j'ai lu 5 livres. Alors oui, dernière petite précision, ça faisait longtemps les trucs que j'oublie. Alors quand je parle de livres lus, attention, je n'ai pas compté les tomes ou les volumes de saga, puisque c'est une seule et même histoire, et que je considérais que ça faussait pas mal quand même le truc. Par exemple, voilà, si on prend Harry Potter, il y a déjà 7 bouquins, alors que tout est la même histoire, alors qu'il y a d'autres auteurs dont j'ai lu beaucoup de livres indépendants, donc des histoires différentes, et qui d'une certaine façon, je trouve, permettent de mieux juger du travail d'un auteur. Voilà. Peut-être que plus tard, je ferai d'autres tops avec finalement le nombre de volumes, mais là, pour celui-ci, c'est des histoires uniques. Voilà, donc quel que soit le nombre de tomes, mais aussi du coup quand c'est une nouvelle indépendante, ça compte aussi pour un livre. Alors, ceux pour lesquels j'ai lu 5 livres, on va commencer avec des auteurs assez classiques, ma foi, puisque on va commencer avec un auteur classique de l'enfance, avec la Comtesse de Ségur, parce que je pense que comme beaucoup de petites filles, surtout des années 70-80, on avait la collection de la Bibliothèque Verte et la Bibliothèque Rose, et donc forcément, j'en ai lu quelques-uns. Donc pour la Comtesse de Ségur, j'ai lu Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles, Les Mémoires de Nan, Jean qui grogne et Jean qui rit, et La Sœur de Gribouille. Alors, soyons honnêtes, ça date de Mathusalem. Je ne me rappelle pas forcément de toutes les histoires, pour pas dire que je ne m'en rappelle pas du tout. Je sais juste que c'était des histoires avec des enfants qui étaient plutôt sympathiques. Il me semble qu'il y avait quand même pas mal d'humour. Et du coup, c'est vrai que je ne vais pas forcément revenir sur ces histoires-là, mais je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes déjà familiers avec cette autrice. Si vous avez des enfants, vous avez certainement recyclé vos vieux livres avec eux. Et bien entendu, ça se conseille sans souci, puisque je ne me rappelle pas de grand-chose de bien traumatisant. C'était des histoires plutôt drôles, sympathiques, en même temps qui faisaient réfléchir. Si je me rappelle bien, il y avait toujours une petite morale. Et puisque je vous ai promis quand même de faire un top pour au moins un livre par auteur, celui-ci en fait je vous conseillerais en premier lieu Les Malheurs de Sophie. Pourquoi alors que je me rappelle pas de l'histoire? Parce que je sais que celui-là par contre je l'ai lu à plusieurs reprises et que déjà quand j'étais petite j'aimais pas trop relire les livres, hein, c'était déjà quelque chose, mais celui-là je sais que je l'ai relu peut-être 4 ou 5 fois au moins.
peut-être plus, mais après ça, voilà, ça remonte à loin. Mais je l'ai lu à plusieurs reprises. Je sais que je l'ai lu sur plusieurs années d'affilée, où à chaque fois je reprenais ce livre. Donc c'est forcément qu'il m'a plu plus que les autres. J'ai un petit peu plus de souvenirs du coup. Et j'ai un souvenir, il me semble, d'une petite fille qui n'était pas forcément facile, mais à qui il arrivait sans arrêt des trucs et des choses. En fait, tout ce qu'elle touchait, c'était un petit peu voué à la catastrophe. Et parfois, c'était pas sa faute non plus. Donc voilà, je pense que le côté de main gauche et de pied gauche, je me suis retrouvée un petit peu dedans. C'est peut-être pour ça. Et voilà. En tout cas, voilà, c'était le premier auteur, ou plutôt la première autrice classique, et qui est également assez de la littérature assez ancienne, on va dire. Et donc on va continuer avec la littérature assez ancienne, avec Shakespeare. Je pensais pas avoir atteint les 5 sincèrement, mais oui, au fur et à mesure, parce que c'est pas forcément un auteur que j'ai beaucoup lu, comparé à d'autres étudiants, puisque moi en fait à l'école on m'en a pas fait lire beaucoup. On m'a juste fait lire Roméo et Juliette. Et les 4 autres, en fait, je les ai lus de moi-même. Il s'agit de Macbeth, Beaucoup de bruit pour rien, Le songe d'une nuit d'été et La nuit des rois. Voilà. Alors, pourquoi je n'en ai pas lu plus? C'est une bonne question, peut-être justement parce qu'à l'école, on m'a pas forcé. Mais en même temps, toutes les lectures que j'ai eues ont été de très bonnes surprises. J'ai toujours beaucoup aimé les histoires. J'aime bien lire du théâtre, en fait, mais j'aime bien aussi le côté sombre de Shakespeare. Il y a quand même des choses... On parle toujours des classiques un petit peu comme des choses un peu barbantes, un peu... Et je trouve que Shakespeare, justement, introduit toujours une espèce d'atmosphère, une ambiance un petit peu particulière. Pardon. Moi, c'est le côté sombre, pardon, que j'aime bien. Par exemple, Macbeth, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec cette ambiance de fantômes, de sorcières, d'esprits, ces espèces de malédictions qui sont toujours là, un peu dans l'ambiance un petit peu château hanté, des choses effectivement auxquelles on ne pense pas forcément dans la littérature classique, alors que c'est présent. Et puis ensuite, on a une dimension complètement dans la fantasy, avec Songe d'une nuit d'été, que j'avais beaucoup aimé, justement, puisqu'il y avait tout ce côté un peu lutin magique de la forêt, esprit de la nature, tout ce genre de choses que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis, ah oui, beaucoup de bruit pour rien. Désolée, faut que je regarde de temps en temps parce qu'en fait du coup ça me fait une telle liste que faut que je vérifie à l'occasion. Beaucoup de bruit pour rien, qui a beaucoup d'humour étonnamment et que je me rappelle avoir beaucoup apprécié et dont je me rappelle pas du tout de l'histoire. Mais très sincèrement, si vous avez jamais lu de Shakespeare, je pense que vous pouvez piocher selon vos goûts en fait. Hamlet, je ne l'ai jamais lu, mais je sais que c'est un côté plus historique. Mais si vous voulez quelque chose de plutôt humoristique, donc beaucoup de bruit pour rien, si vous voulez quelque chose de plutôt fantasy et plutôt light, on va dire, voilà, pas le côté sombre, fantôme, malédiction où tout le monde mord un petit peu, c'est un petit peu, voilà. À ce moment-là, essayez Le songe d'une nuit d'été. Et puis sinon, effectivement, si vous voulez des choses un petit peu plus tragiques, un petit peu plus halloweenesque, en fait, Macbeth est très bien. Et pourtant, de tous, je pense que si je devais choisir celui que j'ai préféré, c'est La nuit des rois. La nuit des rois, dont je me rappelle pas de grand-chose, à part que c'est l'histoire de 2 jumeaux, mais qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'y avais pensé longtemps après, et dont une adaptation cinéma a été faite avec Helena Bonham Carter, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et il me semble Kenneth Branagh, mais je suis pas sûre. Mais Kenneth Branagh, en fait, on le retrouve dans beaucoup d'adaptations de Shakespeare. Donc voilà, écoutez, moi je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, à part Macbeth, dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais pour moi, La nuit des rois a été mon préféré, en tout cas je pense celui qui m'a marqué le plus jusqu'à maintenant, et Roméo et Juliette, celui que j'ai le moins aimé. Peut-être parce qu'on en a déjà vu tellement d'adaptations que pas beaucoup de surprises, pas beaucoup de... Et puis cette trame d'histoire d'amour un petit peu... je crois oui que la célébrité en fait a un petit peu nui à l'œuvre pour moi, et c'est justement celle qu'on m'a fait lire à l'école, donc voilà. Alors comme on va parler de pas mal d'auteurs, je vais quand même essayer de ne pas trop m'attarder sur les histoires, d'autant plus que ce sont des auteurs très connus, à moins que vraiment il y ait des détails dont je ressente le besoin de vous parler, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas assez réputé, assez... et voilà. Donc ensuite on reste toujours dans les grands classiques avec Zola, pour lequel j'ai également lu 5 livres. Alors pour Zola, j'ai lu, alors attendez, ça c'est pas le bon, voilà, que je retrouve la liste Zola. Donc j'ai lu l'œuvre et Germinal quand j'étais au lycée.
qui sont deux œuvres dont, c'est le cas de le dire, dont je ne me rappelle pas de grand chose en fait. Je sais juste qu'à l'époque, je n'avais ni détesté ni aimé, c'était une opinion très neutre, mais du coup, des années plus tard, je ne me rappelle absolument pas. Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de me remettre à Zola, parce que c'est quand même un auteur qui est très aimé de beaucoup de personnes, y compris de ma mère, de mon frère, enfin, j'en entends parler depuis très longtemps, et je me dis, j'ai dû passer à côté de quelque chose, et parfois, en fait, il y a des auteurs qu'on lit à un âge qui n'est pas approprié, je dis pas approprié dans le sens où il faut avoir un âge spécifique, mais où chaque personne a des phases différentes dans la vie, et je pense que c'était pas forcément le bon moment quand j'étais au lycée, en tout cas je n'ai pas forcément su l'apprécier. Et du coup j'ai commencé avec La Fortune des Rougon, qui est le premier tome de la saga des Rougon-Macquart, pardon, qui est le nom en fait de quasiment l'ensemble de l'œuvre de Zola, pour lequel il y a une vingtaine d'histoires. Et alors que c'est l'un des moins aimés de la saga, je me suis régalée. J'ai trouvé l'écriture magnifique, l'histoire prenante, l'histoire des personnages avec leur travers, avec leur tort, avec un petit peu aussi, oui, ce côté malédiction qui plane au-dessus de leur tête, parce qu'on a l'impression en fait qu'ils sont en train de mettre en route une machine qui va avoir des conséquences sur des générations. Et puis l'histoire avec un grand H qui se passe en même temps, et il y a ce côté journalistique, ce côté fouiller des histoires de famille, un petit peu de côté généalogique, qui moi m'a beaucoup plu, et puis bien entendu avec le côté historique qui m'a beaucoup intéressée. J'ai trouvé l'écriture très belle, vraiment. Je crois que j'ai gardé plein de citations, de passages vraiment que j'ai adoré. J'ai trouvé ça, voilà, vraiment complètement fan, alors que comme je dis, c'est l'un des ouvrages les moins appréciés, et du coup je me suis dit je vais continuer. Après, comme d'hab, on n'a pas toujours le temps de les enchaîner non plus, et puis je me suis rendu compte justement en faisant cette liste de tous ces auteurs que j'ai beaucoup lus, qu'en fait la plupart des auteurs, je n'en ai pas lu grand chose, parce que à chaque fois je pars découvrir autre chose, ou un autre auteur, une autre histoire. Il y a tellement de livres à découvrir que avec ma façon d'être aussi, qui est tendance à toujours sauter d'un truc à l'autre sans arrêt, je fais un peu pareil avec les bouquins, voilà. Par la suite, j'ai aussi lu Thérèse Raquin, dont je vous ai déjà parlé et que j'ai absolument adoré. Alors, c'est l'un des rares romans de Zola qui n'est pas justement dans la saga des Rougon-Macquart. Je vous remettrai le lien de la vidéo où j'en ai parlé, parce que je suis quand même beaucoup revenue dessus. Et puis cette année, j'ai aussi lu la nouvelle La mort d'Olivier Bécaille, qui était une nouvelle un petit peu entre mélancolique, un petit peu sinistre, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un homme qui se fait enterrer, mais on ne sait pas bien s'il est enterré vivant ou si on a l'histoire à travers ses pensées dans la mort, en fait, une fois qu'il est parti vers un autre monde. Façon de parler, puisqu'en fait, il est encore dans sa boîte. Alors, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce que donc il y a toute l'histoire, en fait, qui est racontée comme ça, à partir de sa vision, qui est juste, en fait, d'écouter ce qui se passe autour de lui, puisque lui, il est dans le cercueil, donc il essaye aussi de comprendre, il ne sait pas bien ce qui lui arrive. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Je crois que pour l'instant, en fait, ce sont des grosses réussites, à part ces deux du lycée, tout simplement parce que je me rappelle pas. Voilà. Lequel si je devais faire un top, lequel pour moi est le meilleur? Thérèse Raquin. Thérèse Raquin, qui reste assez typique de Zola dans son écriture, qui a toujours ces histoires un peu douces amères, qui ont parfois autant d'humour que de mélancolie, que d'enclume en fait, prête à tomber sur la tête des personnages. Et en même temps, il y a eu aussi des éléments glauques, d'horreur, clairement, d'horreur, auxquels je ne m'attendais pas du tout, et forcément qui ont touché la corde amatrice d'horreur que je suis, et que j'ai beaucoup apprécié justement pour ça, et pour la surprise que ça m'a apporté. J'ai adoré cette histoire. En plus, elle est moins épaisse, il me semble, que les autres livres de Zola. Ça doit faire à peu près 250 pages, il me semble, un truc dans le genre. Donc, sincèrement, je trouve que pour découvrir le bonhomme, c'est un très bon démarrage. Voilà. Un autre auteur classique, je vous ai dit qu'on allait avoir pas mal de classiques au début, mais je pense que l'école y a fait aussi. Un autre auteur dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, c'est Maupassant. Alors, pour Maupassant, j'ai lu
Une partie de campagne, celui-là je l'avais lu à l'école et c'est ce qui m'a fait découvrir l'auteur. Toujours à l'école, j'ai aussi lu Belle Amie que j'avais beaucoup aimé et ensuite de moi-même j'ai lu Le Horla, Boule de Suif et Pierre et Jean. Pierre et Jean, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un de mes vlogs. Pareil, je vous mettrai le lien dans les parages. Le Horla, je l'ai lu il y a très très longtemps, je ne me rappelais pas du tout et je viens de le relire. Mais je vais vous en parler dans un prochain vlog, voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Le Horla est une histoire fantastique que j'ai beaucoup appréciée. Mais si je dois faire si je dois avoir un préféré dans cette liste-là, ce serait Boule de Suif. Boule de Suif est une nouvelle, donc parfaite pour découvrir Maupassant, qui a une écriture aussi assez poétique, assez belle. Si dans l'écriture, au final, je préfère Zola, Maupassant a un côté très réaliste, qui fait qu'on a l'impression vraiment de vivre avec ses personnages, de sentir ce qu'ils ressentent. Il y a quelque chose de très, très humain dans son écriture et de très auquel on s'identifie facilement. Et Boule de Suif est une nouvelle en fait qui tourne autour d'une prostituée, de son histoire et de la façon avec laquelle elle est considérée à cette époque et qui finalement nous montre que, encore une fois, des personnages avec des jobs en fait que tout le monde rejette mais qui sont tellement utiles pour la société pour plusieurs points de vue. Et c'est aussi une histoire très triste mais qui a vraiment quelque chose qui vous touche beaucoup. Donc en tout cas moi si je dois faire un top avec cet auteur, c'est définitivement cette nouvelle-là que je mettrai au-dessus des autres. Voilà. Alors, on en a fini avec les classiques pour atteindre un classique de fantasy. Et là, je pense que vous allez tous deviner de qui il s'agit, puisque j'en parle régulièrement, puisque j'adore cet auteur, j'adore ses histoires. Il s'agit de Tolkien. Tolkien, pour lequel, étonnamment, je n'en ai lu que 5, mais en même temps, qu'il n'en a pas non plus écrit des tonnes. Sauf que ses œuvres sont tellement connues qu'effectivement, on a l'impression que c'est tout l'univers en fait qu'il a créé est tellement connu qu'on a l'impression que ça représente des tonnes de trucs alors qu'en fait pas vraiment. Alors Tolkien, pour lequel j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, alors 2 volumes, pas 3. C'est pour ça d'ailleurs que je veux incessamment sous peu le relire, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, parce que je veux pouvoir relire toute l'histoire que je connais par cœur à travers les films, à travers les illustrations. Donc bon, c'est pas comme si je ne savais pas comment ça se termine, mais j'ai juste envie de reprendre de plaisir, de me plonger dans cette histoire. J'ai aussi lu Bilbo le Hobbit que j'avais beaucoup aimé, Les Lettres du Père Noël que j'avais adoré, que j'avais lu il me semble il y a 2 ans pour le Cold Winter Challenge, où en fait c'est un recueil avec les dessins de Tolkien et également les lettres qu'il a écrites à ses enfants, dans lesquels il se fait passer pour le Père Noël et dans lequel il va raconter ses aventures en Laponie avec ses elfes, avec son ours polaire domestique qui en fait bosse avec lui et qui emmène les lettres, etc. Et donc il va raconter toutes les aventures du Père Noël et il l'incarne vraiment en fait puisque il envoyait tous les ans des lettres à ses enfants et pendant toutes les années où ils ont grandi, et donc ça permet en fait de reconstituer toutes les aventures, les péripéties qui sont arrivées au Père Noël pendant des années. Je trouve non seulement les histoires sympathiques à lire, mais je trouve ça beau en fait de la part d'un parent de s'investir comme ça, de faire croire à ses enfants avec des lettres manuscrites, avec des dessins, des illustrations, avec en fait d'avoir en fait cette capacité à les faire rêver pendant des années et de leur faire croire à des histoires pareilles. Moi je trouve ça fantastique, voilà. Donc j'ai également lu Les Contes et Légendes inachevés et je vous donne direct mon top avec le 5e volume qui est pour moi mon préféré, ce qui va certainement en étonner certains, qui est le Silmarillion. Voilà. Pour beaucoup, le Silmarillion est barbant. Moi, je le trouve génial parce qu'en fait, le Silmarillion est la mythologie des mondes de la Terre du Milieu, de tout ce qui s'est passé en fait depuis la création même de la Terre du Milieu à partir de rien. Voilà. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est pas seulement d'avoir toutes ces histoires un peu racontées comme des chroniques historiques, mais j'ai toujours aussi adoré lire des livres de mythologie. Pas des romans comme on en fait maintenant dans la littérature jeunesse qui racontent l'histoire de certains dieux avec un héros qui découvre tout ça. Non, non, les livres purement mythologiques qui racontent de A à Z l'histoire de machin, l'histoire de trucs et l'histoire de bidule. C'était des choses que j'adorais lire quand j'étais gamine. Je passais tout mon temps au CDI quand justement dès que je pouvais choper un livre sur la mythologie grecque, la mythologie romaine, la mythologie égyptienne. À l'époque, on n'en avait pas non plus des tonnes, en fait, c'était surtout ces 3-là qu'on retrouvait. Et justement, le Silmarillion m'a replongé en fait dans
dans ces lectures que je faisais quand j'étais gamine, et donc forcément j'ai adoré le format, j'ai adoré. Alors il ne conviendra pas à tout le monde, clairement. Par contre, je pense que si on est fan de Tolkien et de ses univers, il est essentiel pour découvrir justement tout ce qui s'est passé à partir de la création des dieux, des hommes, des terres du milieu elles-mêmes et tout ce qui s'est passé pour en arriver jusqu'au Seigneur des Anneaux. Par contre, si le format n'est pas un format qui vous plaît, le plus simple c'est de lire à l'occasion un petit chapitre de ci, de là. Et voilà, pour mieux découvrir cet univers-là. Par contre, si vous aussi vous aimez les livres de mythologie, de ce genre de... allez-y, vous allez vous régaler. Voilà. Il n'est même pas énorme, mais je l'ai lu plusieurs fois. Celui-là aussi, c'est l'un des rares que j'ai lu plusieurs fois. Bizarrement, oui, voilà, j'ai même pas fini Le Seigneur des Anneaux, mais celui-là, je l'ai lu, il me semble, 3 fois. Ouais. Et je le relirai bien, à vrai dire. Voilà. Alors, toujours à la 5e position, avec 5 livres lus. Oui, on n'a toujours pas fini avec les 5 livres. Apparemment, j'ai un schéma avec 5 livres, on va dire. Donc un autre auteur, effectivement, là on passe dans des auteurs plus modernes. Il s'agit de Bernard Werber. Alors Bernard Werber, que j'avais découvert quand assez tard en fait, parce que mon frère m'avait offert le premier tome des Fourmis, qui est son livre le plus connu, il me semble. Et c'est bête, mais je pense que comme beaucoup de personnes, quand j'ai vu le titre Les Fourmis, je me suis dit, un bouquin sur les fourmis, enfin un roman qui tourne autour des fourmis. Après je me suis dit, bon, il a aimé, il y a des chances que je l'aime aussi, on a des goûts assez similaires, mais il me l'a offert, j'étais ado, et je l'ai lu, je crois que je devais avoir 18-19 ans, donc j'ai mis le temps, hein. Et puis, j'ai été bête, parce que, en fait, c'est un livre absolument fantastique. Pareil, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir lu. S'il y en a qui ne l'ont pas encore lu, Les Fourmis, en fait, nous racontent 2 histoires parallèles, avec d'un côté une famille qui va hériter d'une maison et qui, en découvrant la maison, enfin c'est surtout un gamin en fait qui explore, qui va découvrir aussi la cave et toutes sortes d'inventions qui ont été faites par leur grand-père, il me semble. Ça fait très longtemps, hein, donc je me rappelle pas forcément des détails. Et en parallèle, on a l'histoire d'une colonie de fourmis, en particulier d'une... c'était quoi son numéro ? Je me rappelle plus de son numéro, parce que forcément elles n'ont pas des noms, elles ont des numéros. Mais on suit cette fourmi dans ses aventures, dans ce qu'elle découvre. Et grâce à elle et à travers ses yeux, on découvre aussi le fonctionnement des sociétés des fourmis, avec des choses assez inattendues, en tout cas quand on ne connaît pas bien l'animal, hein. Comme les différentes formes de fourmis au sein même de la même espèce et de la même colonie, parce que chacune a une fonction particulière. Le fait qu'il y ait des fourmis guerrières, bon, les fourmis ouvrières, ça, tout ça on connaît un petit peu, même avec les abeilles et tout, mais les fourmis guerrières, les fourmis en fait dont ils se servent comme tanks, parce qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus importantes et dont ils se servent en fait pour aller se battre contre d'autres fourmis, en les portant à plusieurs pour justement pouvoir aller cogner les fourmis d'une autre colonie. Il y a des histoires d'invasion, de colonisation. Elles se font la guerre, et elles expliquent aussi comment est-ce qu'elles font des guerres bactériologiques, c'est-à-dire à l'aide de plantes, d'autres animaux, de cadavres, de choses comme ça, en fait, qu'elles servent pour se contaminer les unes les autres. Enfin, il y a tout un système, et ce qui est le plus fascinant, c'est que tout ça n'est pas inventé, mais en fait ce sont vraiment des choses qu'elles font. Parce que bien entendu, comme beaucoup, je pense, après avoir lu le roman, je suis allée faire des recherches, vérifier certaines informations. Ce sont des informations réelles. Ce qui n'est pas réel, c'est le côté romancé avec la fourmi qui nous permet justement de comprendre ses pensées. Mais l'organisation, tout ça, enfin, j'ai vraiment commencé à regarder les fourmis d'une façon complètement différente après ça. Et ensuite, bien entendu, l'histoire va se lier avec celle de cette famille. Et c'est ce qui fait qu'ensuite on a 2 tomes supplémentaires que j'ai moins aimés, mais qui restent quand même assez bons dans les idées et dans l'approche. Voilà. Alors, ensuite j'ai également lu... Désolée, je vais devoir faire une petite pause mouchage. Suite à ce livre, j'ai lu l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui serait un livre qui a été écrit par le grand-père qu'on croise dans Les Fourmis, et qui en fait... noter ses observations, ses définitions, enfin plein de choses comme ça qui encore une fois sont réelles, et donc c'est très intéressant. Il les a regroupées dans un livre séparé, voilà, donc j'ai aussi lu celui-là. Et sinon, toujours du même auteur, j'ai lu Le Père de nos pères, qui celui-là part d'une théorie
sur le chaînon manquant, puisqu'effectivement on ne sait pas bien qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution de l'homme entre son état de primate et quand il a commencé à ressembler plus à l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Il y a ce que l'on appelle un chaînon manquant, dont très certainement tout le monde a déjà entendu parler, mais il donne en fait son interprétation, et j'ai trouvé cette interprétation très intéressante. Encore une fois, les théories scientifiques et la réalité des études sur lesquelles c'est basé est ultra intéressante, mais, et c'est quelque chose que je reproche à Bernard Werber en fait dans tous les livres que j'ai lus de lui, il est passionnant dans ce qui est scientifique, il est passionnant dans les théories, il est passionnant quand il s'agit d'animaux, de créatures, de choses comme ça. Pour moi, il est complètement à côté de la plaque quand il s'agit de faire des personnages intéressants. Voilà. Pour moi, il ne réussit pas du tout à faire des personnages attachants. Ces personnages sont très clichés. Et clairement, ces personnages humains, en règle générale, je m'en fous, il ne m'intéresse absolument pas. Par contre, tout ce qui est à côté me passionne suffisamment justement pour que j'ai envie de connaître l'histoire, c'est vraiment ça qui m'accroche. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé d'assez récurrent dans l'ensemble de ses bouquins. Ces personnages humains, je m'en fous un petit peu, ce qui fait que quand il écrit des livres où il y a beaucoup de personnages humains, eh ben là, j'ai moins de... Voilà, j'accroche moins. J'ai aussi lu Les Thanatonautes, les 3 volumes. Les Thanatonautes, et non pas les 3 Natonautes, en fait, explore la vie après la mort, donc l'au-delà, et donc ce qu'on en sait en tout cas des témoignages des gens, sauf qu'il imagine effectivement un moyen scientifique d'accéder à cet au-delà, et il écrit ce qu'il imagine qui peut se passer après. Voilà. Encore une fois, pareil, ça m'a beaucoup intéressé. Les théories, qui, elles, ne sont pas forcément basées sur la réalité, mais sont basées sur la mythologie, sur les témoignages des gens. En fait, il a essayé de regrouper un petit peu tout ça. Sont hyper intéressantes. Personnage, on est encore... voilà. Et le cycle des dieux que j'ai commencé, mais c'était une période où je commençais à avoir envie de lire d'autres choses, et du coup je me suis pas forcément attachée, d'autant plus que le cycle des dieux, si les dieux et les créations des planètes sont intéressantes, a beaucoup trop de personnages humains, voilà, et donc là pour le coup pour moi ça a pêché, ça m'a plus donné envie de continuer spécialement. Voilà. Alors, si je dois vous donner mon préféré de Bernard Werber, pour les 5 livres je reste juste sur un préféré, hein, parce que sinon... je dirais que c'est le premier volume des Fourmis. Très sincèrement, même si vous dites « Oh, les fourmis, machin... lisez-le quand même. En plus, il est assez court. Je sais plus quelle taille il fait, mais même par rapport au tome suivant, dont vous n'avez pas forcément besoin pour conclure l'histoire. Le premier volume est très petit et moi je l'ai trouvé merveilleux. Voilà, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Je le trouve passionnant et je trouve que tout le monde devrait donner sa chance à ce livre malgré son titre qui peut nous rebuter un petit peu. Voilà. Désolée, j'ai besoin de boire un petit peu chaud en même temps, donc... Et là, on attaque le dernier auteur de cette catégorie de 5 livres. Et il s'agit d'Arnaldur Indridason, dont il me semble je n'ai jamais parlé sur cette chaîne. Alors, Arnaldur Indridason, mon Dieu, heureusement que j'ai lu 5 bouquins parce que j'arrive enfin à dire son nom, c'était compliqué au début, est un auteur islandais. Voilà, alors je ne fais pas partie des gens qui lisent des polars nordiques, je sais que c'est un truc ces dernières années, mais personnellement, je crois que je n'en ai pas lu d'autres d'auteurs. Ah si, j'ai lu un Camilla Lackberg. Pour le coup j'étais un petit peu ok, juste ok, j'ai bien aimé mais ça ne m'a pas passionné. Par contre Indridason j'aime beaucoup parce que il a tendance à mettre, alors pas dans tous mais il a tendance à allier l'ambiance islandaise, une histoire de crime bien entendu, et qu'il a tendance à mêler avec l'histoire, avec un grand H encore une fois, comme quoi à partir du moment où tu mets ça avec moi ça marche, hein. Et pour certains livres, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouve aussi que l'inspecteur principal, dont je me rappelle plus du nom là tout de suite, bref, là les noms c'est compliqué par contre, hein, dans ces romans là, les noms islandais j'ai un petit peu de mal, est très intéressante. C'est une histoire en fait qu'on découvre au fur et à mesure dans les livres. C'est toujours bien entendu l'inspecteur désabusé, vous savez c'est un petit peu du roman noir aussi, hein, mais je trouve justement que tout ça ne bouffe pas le bouquin, plus d'importance est donnée à l'histoire en tant que telle, et de lui j'ai lu
L'homme du lac, La femme en verre, La voix, La cité des jarres et Hypothermie. Le premier que j'ai lu, c'était L'homme du lac, qui... est-ce que... Ah là là, j'ai peur de dire une connerie. Il me semble que c'est celui qui est sur la Stasi. Vous savez, la Stasi, c'était les services secrets allemands. C'est un peu l'équivalent du KGB et de la CIA, mais en Allemagne. Et qui, en fait, avait mis l'Allemagne sous surveillance pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a continué pendant toute la guerre froide et tout le temps, justement, où l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest a été séparée. Et l'homme du lac, justement, va lier en fait la découverte d'un cadavre apparemment ancien, mais qui est lié à la Stasi, ce qui est difficile d'imaginer le rapport avec l'Islande, mais en fait effectivement on va aussi vous raconter un minimum de l'histoire islandaise de l'époque, avec justement l'histoire de l'Allemagne à cette époque-là et des services secrets. C'est très intéressant parce que c'est très bien renseigné historiquement, moi je sais que je l'avais beaucoup aimé, et mon préféré de ce que j'ai lu de lui pour l'instant, c'est La femme en verre. Et La femme en verre, lui, a un lien avec la Seconde Guerre mondiale. Sauf que on nous raconte la Seconde Guerre mondiale, comment elle a été vécue, avec l'Islande qui en fait a participé d'une certaine façon, ce que je ne savais pas du tout. Et le fait est que l'histoire de l'Islande, en fait, au XXe siècle, et surtout son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, je ne le connaissais absolument pas. Encore une fois, l'histoire de La femme en verre, qui est le cadavre qu'on découvre et sur lequel... non, le nom va pas me revenir. Hein. Donc, machin doit enquêter. En fait, va être complètement lié à cette histoire de Seconde Guerre mondiale, où on va comprendre le rôle qu'avait l'Islande, le fait aussi que ce soit aussi éloigné du reste de l'Europe, en quoi ça va jouer, en quoi ça va influencer, et en quoi aussi est-ce que la Seconde Guerre mondiale va influencer la vie des Islandais à cette époque-là, et puis par la suite jusqu'à nos jours. Donc c'était vraiment passionnant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui que j'ai le moins aimé, il me semble que c'était La voix, qui me semble était en rapport avec un Père Noël, mais... Et voilà. En tout cas, les deux là que je viens de vous citer, et surtout La femme en verre, ils m'ont beaucoup marqué en très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez tester ces auteurs, sincèrement, allez-y. La femme en verre, je pense, peut passionner autant les gens qui aiment les polars que les gens qui aiment l'histoire et que les gens qui aiment les bonnes histoires en règle générale. Voilà.